Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et donc cette 5e République de plus en plus remise en cause par des crises multiples, Philippe, certains l'estiment dépassée aujourd'hui. Oui, et le moins qu'on puisse dire que c'est le cas des auditeurs de Sud Radio, puisque notre question c'est la 5e République, on la garde ou on la jette, et vous êtes 77% à vouloir faire passer, comme on est à Marseille dans un port, la 5e République par-dessus bord. Alors est-ce que pour vous, la 5e République, c'est le principal mot MAUX de la démocratie française? Est-ce qu'il faut carrément en changer? Ou est-ce qu'il faut l'améliorer? Est-ce qu'il faut remettre du référendum, comme ça se faisait au début de la 5e République? Venez nous dire ce que vous en pensez au 0826 300 300. Et nos invités pour en parler, Marie Batou est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes adjointe à la mairie de Marseille en charge de l'éducation populaire. Laurent Chouette, bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Amour de la justice. Bonjour. Et puis Dorian Dreuil, démocratie ouverte, et toujours avec Christophe Madrol. Juste un peu, on démarre par vous, Christophe. L'intérêt de cette 5e République aujourd'hui, tout le monde en parle. Du côté politique, on essaye de passer à la 6e République. C'est peut-être un petit peu rapide. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses à changer? Oui, on sait très bien que la démocratie est malade. Donc moi, je me fais toujours attention à vouloir changer de modèle. Parler de 5e à 6e, je pense qu'il faut faire évoluer la 5e. Je vous l'ai déjà dit sur ce plateau, je pense qu'il faut à un moment donné parler de proportionnel sur les élections législatives. Ce n'est pas normal aujourd'hui que le mode de scrutin des élections législatives prive une grande partie de la population d'élus qui pourraient leur ressembler, quel que soit le modèle. Depuis les dernières législatives, on peut dire qu'on a une chambre de proportionnel avec un scrutin majoritaire. Oui, mais justement, c'est ça le problème. C'est qu'on est arrivé à une situation avec l'entrée massive avec la NUPES qui a dû faire un rassemblement hétéroclite avec des gens qui sont pas d'accord sur grand chose, avec le Rassemblement national qui a fait son entrée massive. On serait sur la proportionnelle, on aurait des élus qui viendraient de leur camp initial et qui défendront des positions initiales de leur parti. On pourrait très bien des listes vertes, des listes LFI, des listes PC, des listes PS. Il reste du PS, un peu de PS, et nous arrivions effectivement à avoir une chambre qui ressemble à la population française. Moi, aujourd'hui, qui suis écologiste, je ne me reconnais pas, et vous le savez très bien, dans certains propos tenus par Europe Écologie Les Verts. On pourrait voir, et pareil au PS, je suis sûr qu'il y a certains réformistes au PS qui ne se reconnaissent pas dans les propos de Jean-Luc Mélenchon. Donc la question de la démocratie, la question de la représentativité est importante pour que chaque citoyen puisse se reconnaître vis-à-vis de ses propres valeurs. Marie Batou. Oui, alors... bien dans le micro. Bien dans le micro, je vais le faire. La question essentielle qui nous est posée, c'est que finalement, cette déconnexion entre l'électorat, la population, le peuple et les édiles, quels qu'ils soient à tous les niveaux, on parle de l'Assemblée, mais on peut parler aussi au niveau local, on voit quand même cette très grande conflictualité entre les élus locaux et leur population, l'élu local étant le dernier rempart un peu de ce rapport institutionnel qui pose fortement question, mérite qu'on ait un grand débat dans ce pays qui permette y compris de reposer la question de la place des partis politiques. Aujourd'hui, cette désaffection du peuple par rapport à la question représentative s'appuie beaucoup aussi sur le rôle du parti dans le cadre de la Constitution, qui est un espèce d'interlocuteur, d'interface entre les institutions et le peuple. Il faut se poser très clairement la question de savoir comment est-ce qu'on veut reprendre et renouer un contrat social cohérent autour de la démocratie dans ce pays. Et pour ceci, je crois qu'il n'y a pas de bonne méthode, il y a juste un grand débat à animer et à faire en sorte que les choses elles se fassent le plus largement possible pour que tout le monde retrouve sa place et ait l'impression que son mot est entendu et écouté. Mais Laurent Chouette, quand on a entendu ça, tout le monde fait le même constat forcément. Mais quels sont les points d'amélioration? Parce que une fois que tout le monde a dit ça, et ça fait des mois, même des années, qu'est-ce qu'on met en place? Et on commence par quoi surtout? Alors c'est un vrai sujet parce bien que dans le micro, tournez-le vers vous. C'est un vrai sujet sur lequel, parce qu'on se rend compte au travers déjà de ces 2 journées et de celles qui avaient eu lieu l'année dernière, même si je n'y étais pas, que les constats finalement on les fait tous. On a tous à peu près les mêmes diagnostics. On a tous conscience de l'urgence. Ça c'est, je pense, une vraie question. Et on est en train finalement de s'agiter en se disant comment peut-on finalement très vite, parce qu'on sent que les choses sont en train de déraper, que la gangrène a déjà pris malheureusement, essayer de rattraper ce que tout le monde sait depuis 20 ans, le délit
des différents partis politiques. Alors les pistes, il y en a plusieurs. Je ne suis pas certain que ce soit celles qui rassureront nos concitoyens. Nous, du côté justice, évidemment, c'est peut-être de restaurer, même s'il y a eu toujours une défiance des pouvoirs politiques anciennement vis-à-vis du judiciaire, puisque dans la Constitution, c'est une autorité judiciaire et non pas un pouvoir. On sait combien on a eu de défiance vis-à-vis des anciens parlements, des anciens régimes. Bref, on sait aussi l'instabilité, j'entendais tout à l'heure, on sait combien la représentativité nationale a pu, sous la 4e République, générer aussi beaucoup d'instabilité. Donc on sait la fragile frontière à trouver entre donner aux citoyens le sentiment qu'il va enfin pouvoir s'exprimer, représenter, et en même temps arriver à gérer un pays et aujourd'hui des contraintes multiples, sociales, économiques, environnementales, qui sont complexes. Oui, parce que tout se percute là. Oui. Tout se percute, mais c'est en même temps fondamental. Dorian Dreuil de Démocratie Ouverte, il y a un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et le G500, il a été dévoilé aujourd'hui. 76% des Français, ça fait quand même une belle majorité, c'est même pas 2 Français sur 3 pour faire du Giscard, mais 3 Français sur 4, veulent une 5e République réformée qui consulte notamment les citoyens par référendum, vote qui permet à l'ensemble des citoyens d'approuver ou de rejeter une mesure proposée par le pouvoir exécutif à propos des grands textes. Est-ce que quelque part là, 77% des votants sur Twitter disent qu'ils veulent sortir de la 5e République, mais quelque part, est-ce que là c'est pas plutôt 3/4 qui veulent un retour aux origines de la 5e République, celle du général de Gaulle, le pouvoir au peuple? Oui, en tout cas, la force de la 5e République et son intérêt, c'est d'avoir su évoluer. La 5e République, elle a évolué à 24 reprises. Il y a eu 24 lois de révision constitutionnelle qui permettent à ce régime de suivre les nouvelles aspirations démocratiques des citoyennes et des citoyens et de coller aux évolutions de la société, de son rapport à la démocratie. Et là, le nœud du problème, c'est qu'elle n'évolue plus, la 5e République, en réalité. Et l'enjeu, il est institutionnel. On le voit dans votre sondage, on l'a vu dans d'autres sondages qui montrent que les citoyennes et les citoyens veulent participer à cette réforme des institutions. Donc il y a un enjeu institutionnel à faire évoluer les institutions pour avoir plus de transparence, plus de participation citoyenne et aussi pour réconcilier les différentes formes de légitimité démocratique. La légitimité de la démocratie représentative, des élus, mais aussi celle du savoir d'usage, de l'expertise citoyenne, celle du dialogue social avec les syndicats. Donc en fait l'enjeu, et vous en parliez tout à l'heure, c'est la méthode. Comment on fait? Comment est-ce qu'on a fait évoluer cette 5e République? Nous, on a une proposition qui a été construite par Démocratie Ouverte, d'autres acteurs, et qui est émergée d'ailleurs de la table ronde qu'on avait tout à l'heure durant le G500, c'est de porter une convention citoyenne sur le renouveau démocratique, une convention citoyenne sur les institutions, pour justement sortir du débat en chambre qu'on peut avoir sur les institutions. On ne peut pas changer la République juste avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ou du CESE, juste avec les partis politiques, juste avec les corps intermédiaires. Il faut vraiment associer les citoyennes et les citoyens à cette réforme. Christophe Madroli, un mot qui vient de dire qu'il est important de dire les usages, parce que réformer une constitution, enfin en tout cas une république, c'est compliqué. Mais les usages, est-ce qu'à un moment donné, vous devinez, mais ça prend du temps, et pour que ça aille un peu plus vite, est-ce qu'on ne peut pas justement modifier les usages et aller plus de l'avant? Oui, effectivement, on a eu quand même, la France a eu quand même un événement marquant qu'ont été les Gilets jaunes. Et le président Macron a lancé ces fameux cahiers de doléances. Est-ce que dans cette salle, quelqu'un sait où sont ces cahiers de doléances? Est-ce que les armoires dans les archives? À mon avis, ils doivent être dans les armoires. C'est-à-dire que le débat citoyen, le débat, on sait où ils sont. Enfin, j'espère qu'ils sont encore dans les préfectures et qu'ils n'ont pas été mis à la broyeuse à papier. J'en doute des fois. Il y a eu quand même des millions de Français qui sont allés dans les mairies prendre leur stylo, et je les ai vus moi-même prendre leur stylo, écrire voilà telle chose, telle chose, telle chose. On n'a eu strictement aucun bilan. L'État nous a donné aucun bilan de ce fait marquant, puisque même si on était pour ou contre les Gilets jaunes, la question n'est pas là. La question, c'est que des Français se sont mobilisés pour faire évoluer les institutions. On n'a rien vu. Deuxième chose, Cécile, le mode électoral. Vous vous rendez compte que nous sommes dans une région de 5 millions d'habitants. J'ai mené la liste de Christophe Castaner à gauche aux avant-dernières. J'ai dû me retirer pour empêcher le Front National de gagner la région. Aux dernières élections, mon ami Félizia, qui portait les listes de la gauche, a dû se retirer. Parce que le mode électoral ne permet pas aujourd'hui à des listes pas minoritaires, parce qu'ils représentent quand même une certaine frange de la population, de pouvoir avoir des élus. Vous imaginez, en région sud ou dans d'autres régions, on n'a plus dans notre opposition aujourd'hui d'élus de gauche. Comme à la dernière mandature, il y avait simplement un face-à-face RN droite. Et cette question
quand on est citoyen de gauche et quand on est militant de gauche, on a envie d'avoir une représentativité dans toutes les institutions. Idem à la mairie de Marseille, où une frange de la population n'est pas représentée. Donc le mode électoral, on doit interroger aussi le mode électoral. Oh mais tiens, par exemple, pour le mode électoral... Il veut juste répondre. Je donne tout à l'heure parce que on a parfois l'impression qu'on rend complexe des choses qui ne le sont pas du tout. Il y a la question de changer la Constitution qui là demande effectivement des équilibres politiques particuliers. La proportionnelle, c'est par la loi. On ne change pas la Constitution quand on met la proportionnelle. L'âge légal du droit de vote, le droit de vote à 16 ans, c'est par la loi. Le vote par correspondance, c'est par la loi. Les modalités d'organisation du scrutin, c'est par la loi. Inverser le calendrier, c'est une histoire de décret. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se faire très rapidement par un projet de loi. Marie Batou, vous disiez tout à l'heure que forcément les élus étaient les derniers remparts. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur le terrain, vos administrés, quand ils viennent vous voir? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce que vous faites de leur doléance à eux aujourd'hui? Alors, ce qu'ils nous disent, c'est ce sentiment d'abandon et ce sentiment d'une société à double vitesse avec ceux qui auraient le pouvoir et ceux qui seraient entendus, voire qui cacheraient des choses, et une autre partie de la population qui a l'impression de ne pas avoir sa place, de ne pas pouvoir dire. Et la question finalement de la légitimité des habitants et des habitantes, elle se pose tous les jours quotidiennement, et y compris, je dirais, dans la première des choses, c'est-à-dire la capacité à assurer un service public équitable et des politiques publiques qui répondent à l'ensemble des problématiques des territoires. Et je crois que ce qu'on peut voir à la fois dans les territoires ruraux et dans les quartiers populaires d'une ville, par exemple, ce sont les mêmes phénomènes qui dénoncent un abandon systémique des pouvoirs publics et qui font que forcément, à la fin, il ne reste plus que l'école et la municipalité qui restent les derniers interlocuteurs. Mais est-ce que sur le terrain, ils ont l'impression d'être entendus? Parce que là, on parle forcément du plus haut sommet de l'État, mais est-ce que même le terrain, parce que si aujourd'hui on attaque même les maires, on se dit que peut-être que là aussi il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a beau essayer de rétablir la question de la démocratie aujourd'hui, c'est que quand un élu doit agir sur son territoire, il y a toute une série de choses qui ne dépendent pas de lui. Il y a une série de choses, et on le voit aujourd'hui sur le morcellement entre une métropole, un département, une ville, une région et l'État. Aujourd'hui, si vous regardez le sondage qui est sorti sur la question qui plébiscite l'action de la municipalité, il y a des choses sur lesquelles ils reviennent. Et ils reviennent sur la question de la sécurité. Ils interpellent le maire sur la question de la sécurité, sauf qu'on sait parfaitement que le maire n'est pas le seul qui peut répondre aux questions de sécurité. Et donc, quelle est cette capacité à répondre aux citoyens qui ont face à eux des élus qui parfois ne sont pas du même bord et donc ne sont pas d'accord sur les politiques publiques et qu'ils n'entendent pas que nous ne soyons pas d'accord et que nous n'arrivions pas à nous mettre d'accord. Laurent Chouette, je voudrais revenir sur ce sondage. 76% des Français veulent plus de référendums. Pourtant, quand on leur a proposé d'en faire un sur l'aéroport de Paris, ils n'ont pas été, sur la privatisation de l'aéroport de Paris, ils n'ont pas été assez nombreux à les signer pour pouvoir faire le référendum. Est-ce qu'ils ne sont pas quelque part un peu schizophrènes ou un peu feignants démocratiquement? Comment? L'aéroport de Paris, tout le monde s'en fiche, hein. Ah bah oui, c'est le bien de tous les Français, hein. Les contribuables marseillais sont actuellement de Paris. Là où je rejoins ce qui vient d'être dit, je pense que c'est pas leur quotidien. Voilà, effectivement, ils ont peut-être pas conscience. Le Français qui travaille ou la Française qui travaille, qui se lève, qui gère ses enfants avec les difficultés croissantes, notamment dans les couches les plus populaires. Aéroport du Paris, ça lui parle pas. Voilà, d'abord peut-être parce qu'il prend pas l'avion ou qu'il a pas les moyens. Donc vous avez raison, mais je crois pas qu'il y ait d'éléments schizophrènes. Il y a un besoin. Le référendum, c'est parce que d'abord on en a parlé, ne serait-ce qu'à travers le RIC, qui était un projet fort du mouvement Gilets jaunes. Absolument. Encore une fois, on peut en parler, mais on peut en parler en tant que technicien, en se disant qu'est-ce qui va marcher, les problèmes que ça pose. La vraie difficulté, et même encore là aujourd'hui, on peut tous s'en faire le reproche, mais il est difficile d'en sortir de ce reproche, c'est qu'on parle en tant que technicien du monde politique, du monde, moi je viens du monde de la justice, mais c'est cette vraie difficulté. Et tout ça, j'ai l'impression que ça leur parle pas plus l'aéroport que ça. Donc le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de leur parler et c'est aussi peut-être le boulevard de tous les populismes, de tous bords confondus, c'est justement que les gens ont envie qu'on leur parle directement au cœur, au ventre, quelque chose qui se disent enfin il se passe quelque chose. Il y a quelqu'un qui nous parle, il y a quelqu'un qui nous entend. Il y a une très forte déception il y a un certain nombre d'années, incarnée par le président d'aujourd'hui, encore une fois sans polémique. Il a vraiment incarné, en tout cas c'est ce qu'il a voulu, quelque chose de différent. La déception a été peut-être encore plus forte
Je crois que là aussi, sans parti pris, on le constate. Donc aujourd'hui, il y a la déception, enfin, je veux dire, la misère politique, elle est totale. Vous restez avec nous, on fait une petite pause, Christophe Madol. Gardez votre question, je vais faire comme... gardez votre question, on la posera dans quelques instants. 0826 300 300. On revient en direct de Marseille, on fait une petite pause, à tout de suite.